Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le thermomètre sera notre meilleur ou pire ennemi dans les jours à venir, c'est selon. Emmanuel Macron a donc profité de son entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour fixer le cap des prochains mois. Et cette fois, le message ne s'adresse pas aux entreprises, mais à chacun d'entre nous. Soyez sobres, doucement sur le thermostat. Voilà ce que demande le chef de l'État aux Français. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Notre objectif, c'est d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce. Emmanuel Macron, hier soir, à l'issue de son entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Paris et Berlin se sont mis d'accord pour mettre en place une solidarité européenne sur l'énergie. La France livrera du gaz à l'Allemagne qui, en retour, lui fournira l'électricité dont elle a besoin en cas de coup dur. Le président se montre par ailleurs favorable à une taxe, un prélèvement européen, en tout cas sur les producteurs d'énergie. Il parle d'ailleurs de contribution. Oui. Ce mécanisme permettrait de taxer les producteurs d'électricité qui profitent de l'envolée des cours sur le marché. La France emboîte donc le pas de l'Allemagne, de quoi permettre de financer les mesures d'aide aux ménages menacés d'asphyxie par l'inflation. La crise de l'énergie qui a des répercussions déjà très concrètes au quotidien. Regardez ce qui se passe dans les piscines municipales. Une trentaine ont purement et simplement été fermées hier. Et ce n'est pas le fait de la municipalité, mais de l'entreprise qui les exploite. On appelle ça une délégation de service public. La société Vermarine exploite une centaine de bassins en France. Elle a donc décidé d'en fermer 30, comme à Limoges, Versailles ou encore Meudon. Décision lourde de conséquences pour le maire Denis Larguero. C'est d'abord une annonce qui a été extrêmement brutale, puisque cette annonce est tombée à 0h27 du matin dimanche pour une décision qui prenait effet lundi. Donc c'est d'abord une grande brutalité pour les usagers de cet équipement, pour les salariés également, et puis bien sûr plusieurs milliers d'utilisateurs qui sont pénalisés par cette décision. Et puis pour la commune qui a des obligations, notamment en direction des publics scolaires pour l'apprentissage de la natation dans le cadre de l'école. On est dans une logique de prise de contact avec nos voisins où les piscines sont encore ouvertes et de voir dans quelle mesure on pourra éventuellement trouver des possibilités d'utilisation pour notamment les scolaires qui sont notre obligation légale. Denis Larguero, le maire de Meudon en région parisienne, il était avec Chloé Lagadou. 7h04, première journée au procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Hier est déjà une surprise, il y avait peu de victimes dans la salle d'audience. Oui, une trentaine de parties civiles sur les plus de 800 enregistrés. Beaucoup avaient fait le choix de rester à Nice où l'audience est rediffusée en direct dans 2 salles du Palais des Congrès. Célia a tenu à être présente dans la salle de la cour d'assises spéciale à Paris. Elle a perdu sa mère sur la promenade des Anglais et vous l'avez rencontrée, Nina Droff, à l'issue de cette première journée qui a constitué forcément une nouvelle épreuve pour la jeune femme. Oui, Célia était parmi les premières personnes à quitter la salle d'audience, soucieuse de respirer un peu après ses premières heures de procès. Un procès qui, elle l'espère, fera toute la lumière sur le profil des accusés et la manière dont cet attentat a été organisé, même si pour elle, l'essentiel n'est pas là. Il y a quelques temps, j'attendais même rien du tout de ce procès. Moi, mon obsession, c'est l'instruction qui est en cours à Nice, pour manquement à la sécurité. Toute la colère qu'on a, c'est plus sur ce dossier-là. Et on partage ça avec beaucoup d'autres victimes. Et sur ce plan-là, on ne lâchera rien. Faire un événement qui rassemble autant de personnes, quelques mois après le 13 novembre, avec une 60aine de policiers, pas de plan en béton, aucun dispositif, c'est impensable. Mais les avocats généraux l'ont rappelé, le dispositif de sécurité du 14 juillet n'est pas l'objet de ce procès, même si plusieurs membres des parties civiles, comme Célia, l'évoqueront sûrement dans leur prise de parole. Nina Droff. On connaissait la loi de programmation militaire qui permet de fixer le calendrier budgétaire des armées sur plusieurs années. Le ministère de l'Intérieur veut lui aussi sa loi de programmation et sécurité. Le projet de loi d'orientation et de programmation, la LOPMI, vous entendrez sans doute parler à l'avenir et bien sera présenté demain au Conseil des ministres, texte remanié et raboté, 15 articles au lieu de 32, mais promis William Molinier, les engagements budgétaires seront respectés. Oui, avec un effort important de 15 milliards d'euros supplémentaires pendant 5 ans. La moitié de ces crédits va être allouée à la transformation numérique du ministère de l'Intérieur. Il s'agit là de s'adapter à la délinquance qui a investi le champ du cyber. Ce budget doit aussi permettre de créer 11 nouvelles unités de force mobile dont la répartition a, selon nos informations, été actée. 7 pour les gendarmes mobiles, 4 pour les CRS, soit un peu plus de 1200 policiers et gendarmes spécialistes du maintien de l'ordre. La sécurité publique devrait aussi être
renforcée avec 200 nouvelles brigades de gendarmerie créées dès le mois de janvier prochain. Emmanuel Macron veut ainsi doubler la présence policière sur la voie publique d'ici à 5 ans. Autre enjeu de taille, la filière investigation. Le nombre d'enquêteurs sera lui aussi multiplié par 2 pour tenter de mieux lutter contre la petite et moyenne délinquance, car selon nos informations, le taux d'élucidation des enquêtes sur les violences aux personnes est en baisse. Il a perdu en zone police 5 points, passant ainsi de 58 à 53% en moins de 3 ans seulement. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. C'est désormais officiel. La Grande-Bretagne a une femme première ministre pour la 3e fois de son histoire. Liz Truss a été officiellement nommée hier après-midi. La nouvelle dame de fer, elle revendique clairement l'héritage de Margaret Thatcher. Son plan est simple pour redonner un coup de fouet à un PIB anémié par la crise. Elle propose un gel des factures d'énergie et des réductions d'impôts. En attendant sa prise de fonction cet après-midi, elle se rendra au château de Balmoral en compagnie de Boris Johnson pour y rencontrer la reine. Le programme est, pour ainsi dire, millimétré. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. C'est une passation de pouvoir en 3 actes. D'abord, Boris Johnson tire sa révérence. Après un dernier discours devant Downing Street, il s'en va présenter sa démission à la reine. Puis, c'est Liz Truss qui se présente pour la cérémonie dite du baise-main. En sa qualité de chef d'État, Elisabeth II lui demande de former un nouveau gouvernement. Liz Truss accepte et devient alors première ministre. Un moment très formel, comme l'explique Denis McShane, ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair. C'est une cérémonie de pure formalité. Ils n'ont pas de conversation, ou peut-être des échanges de mots de politesse. Donc, j'imagine que tout ce que va dire la reine est bonne chance. Beaucoup de bonne chance, Madame Truss. À cause des problèmes de mobilité de la reine, Boris Johnson et Liz Truss devront se rendre au château de Balmoral en Écosse, où elle est en résidence l'été, pour lui éviter l'aller-retour dans la capitale. C'est historique car cette cérémonie a traditionnellement lieu à Buckingham, à Londres. Enfin, dernier acte, le discours de Liz Truss devant Downing Street avant de se mettre au travail. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Voilà, elle est encore en vacances, donc la reine d'Angleterre, on l'a compris. Le football avec le retour de la Ligue des Champions, première journée, premier match pour les Parisiens face à la Juventus. Premier match toujours très important, celui qu'il ne faut pas perdre. Coup d'envoi à 21h, PSG Juventus, ce sera à suivre en direct ce soir sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport, prise d'antenne dès 20h. Enfin le tennis, c'est la sensation du jour, Dimitri. C'est bien sûr l'élimination en 8e de finale de l'Espagnol Rafael Nadal, battu en 4 manches par l'Américain Frances Tiafoe. Voilà, c'est ça, Rafael Nadal, c'est peut-être plus on n'est pas habitué à le voir partir si tôt dans un tournoi. Vous avez tout à fait raison, Christophe. Merci à vous. 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, dans des petites minutes, l'édito éco de Nicolas Bouzon. On parlera de la Chine. Mais que se passe-t-il là-bas? Pourquoi les Chinois ne lèvent-ils pas les confinements? Et dans un instant, nous étions au Royaume-Uni. On y retourne avec Elvire Fabry. C'est une spécialiste du Brexit. Elle va nous faire les présentations avec Liz Truss, la nouvelle première ministre. À tout de suite.